Bonsoir, 18 h dans nos studios, la même heure à Matam et à Fatick. Bienvenue à Sud Soir. Tournée économique du chef de l'État dans le Nord, Macky Sall, et à Matam après l'étape de Oréfondé et de Agnam. Une série d'inaugurations est au programme. Abdourahmane Diène sera en direct dans ce 18 h. Relax pur et simple pour les 13 étudiants de l'université du Sine Saloum. Ils avaient mis sans dessus-dessous la ville de Fatick ce lundi. Ils dénoncent entre autres les conditions d'études, le manque de professeurs et les lenteurs notées dans les travaux de construction de l'UFR de Fatick. Ce 18 h réserve une large fenêtre au cas de noyade enregistrée ce week-end entre Malika et Gadaye. L'État, les collectivités territoriales et surtout les parents au banc des accusés, des maîtres nageurs réclamés. Sur l'international en Côte d'Ivoire, on se prépare pour le retour de Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État. L'actuel président Alassane Ouattara a mis à disposition le pavillon présidentiel, nous dira notre correspondant permanent à Abidjan, Justin Assalé. La page sportive et Info Éco vous seront également proposés dans ce journal, mis en onde par Pape Abdoulaye Dié. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, le chef de l'État est à Matam dans le cadre de ses tournées économiques. Sans plus tarder, nous allons du côté du nord, notamment à Matam, après l'étape de Saint-Louis, Podor et autres, pour y retrouver notre correspondant permanent Abdourahmane Diène. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir Absa. Voilà, où est-ce que vous en êtes avec la tournée du chef de l'État? Il est bien arrivé, vous dites, après l'étape de Oréfondé et de Agnam. Affirmatif. Donc le chef de l'État, Macky Sall, est bien arrivé dans la région de Matam. Présentement, il est même en train de visiter le locaux de l'hôpital Abdoul Cissé Kane des Agnam. C'est cette structure sanitaire qui vient d'être inaugurée et dont le coût avoisine les 1,9 milliard de francs CFA. Donc c'est un hôpital moderne, de niveau 1. Au départ, selon le maire des Agnam, Farbengom, c'était un centre de santé prévu, mais il a fallu la diligence du chef de l'État pour que ce centre de santé soit transformé maintenant en un hôpital afin de pouvoir accueillir un très grand nombre de patients. Je rappelle que cet hôpital a une capacité d'accueil de 60 lits. Mais juste avant cette inauguration après Iliman, il faut signaler que le chef de l'État a fait un crochet au niveau du village de Agnam-Godo, où là-bas il a aussi procédé à la pose de la première pierre de l'écomusée des civilisations actuelles. C'est une structure maintenant qui a une très grande symbole. Qui a une très grande symbolique pour les populations confrontées, notamment pour la communauté de l'Afrique. Dans un moment à l'autre, le chef d'État viendra assister à la cérémonie officielle avec quasiment tous les ministres ressortissants de la région de Matam, sont aussi entre autres les ministres de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, qui est de Canel, mais qui a fait le déplacement jusqu'ici au département de Matam pour venir prêter les forces aux responsables politiques du département de Matam qui, il faut le dire, sont levés comme un seul homme pour essayer de relever le pari de la mobilisation. Là où je vous parlais, il y a une foule immense, une véritable marée humaine venue assister à cette cérémonie. Abdourahmane, vous parlez d'une forte affluence et de mobilisation, mais il fait chaud à Matam. Oui, il fait extrêmement chaud. Certainement, ça doit avoisiner les 45 degrés. Donc, pour vous dire que, heureusement, là où les gens tiendront véritablement cette cérémonie, c'est des vaches climatisées, ce qui permettra vraiment à la délégation présidentielle de ne pas souffrir de cette canicule. Mais au dehors, ça fait une chaleur infernale. Mais pour les ressortissants de Matam, du coup, en général, on est un peu habitué, mais peut-être que ça va être un peu plus compliqué pour ceux qui viennent des autres localités, des autres régions.
Merci à vous, Abderrahmane Diène, qui suit donc la tournée du chef de l'État dans le Matam. Il est actuellement dans les locaux de l'hôpital d'Agnam et dans quelques minutes va rejoindre le site officiel pour donc la cérémonie officielle donc de cette tournée. Nous quittons Matam, la terre natale du chef de l'État, pour nous rendre à Fatick, terre d'adoption du président Macky Sall, où les 13 étudiants de l'université du Sine Saloum interpellés ce matin dans la commune de Fatick sont finalement relaxés. Ils ont manifesté contre leurs mauvaises conditions d'études, le manque de professeurs titulaires pour le master et les travaux de l'UFR qui ne sont pas achevés. Ngorsa. Les 13 étudiants interpellés ce lundi par les éléments du commissariat urbain de Fatick sont finalement relaxés et le calme est revenu dans toute la ville. Ils protestaient contre les mauvaises conditions d'études, le manque de professeurs titulaires pour le master et les travaux de construction de l'unité de formation de Fatick qui ne sont toujours pas achevés. Ces étudiants ont attaqué la maison du président de la République et les stigmates sont visibles sur le mur. Ils ont aussi délogé les élèves du lycée Coumando Fendiouf et de l'ensemble des collèges de la ville. Ils ont également barré la route nationale, bloquant toute la circulation pendant quelques minutes avant de poursuivre leur manifestation en brûlant des panneaux dans toute la ville. Les affrontements avec la police se sont poursuivis jusqu'à la mi-journée et 13 étudiants ont été interpellés par les policiers. Le commissariat urbain de Fatick avait même reçu un renfort du groupement mobile d'intervention, mais les étudiants ont finalement arrêté leur mouvement. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Gossard, nous quittons Fatick pour revenir à Dakar. C'est pour parler des cas de noyade entre Malika et Gadaye ce week-end. Nous dit El Hadj Moussa Thiam. On a vécu un week-end macabre dans les plages de la banlieue. Sur la plage de Mboro, en début de week-end, 3 cas de noyade ont été enregistrés. Les corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers. Le nombre s'est accentué le dimanche soir sur la plage de Malika où 10 jeunes se noient. Il y a eu 5 rescapés parmi les noyés. Les corps sans vie des autres 5 jeunes ont été même repêchés par les sapeurs-pompiers. Pendant ce temps, sur la plage de Gadaye, 2 jeunes meurent noyés, ce qui fait le total de 12 cas de noyade et les 3 de Mboro. A signaler que la tranche d'âge des 15 noyés varie entre 12 et 22 ans. La responsabilité de tous est engagée. Les autorités, surtout les préfets, les maires et même la protection doivent renforcer le dispositif de surveillance des plages non autorisées en appliquant une certaine rigueur tout en mettant en contribution la gendarmerie pour dissuader la fréquentation des plages non autorisées, comme du temps de l'état d'urgence sanitaire où les plages ont été bien même gérées par un dispositif. Les sapeurs-pompiers doivent ériger des flotteurs pour délimiter les zones dans les plages autorisées en cette période de forte fréquentation des plages par les jeunes, voire installer de petites brigades d'intervention sur les plages pour appuyer les maîtres nageurs volontaires qui ne bénéficient même pas d'appui des collectivités territoriales. La responsabilité des parents pointée du doigt. Ces derniers doivent redoubler de vigilance concernant la sortie des enfants qui des fois se dérobent des classes et même de la maison pour se rendre à la mer par groupe. La Grande Côte va encore continuer de faire des victimes si nous ne redoublons pas d'efforts sur la surveillance des plages et l'occupation des enfants pour les éviter de se rendre dans les plages non autorisées et autorisées en cette période de canicule. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, face à cette situation, l'on s'interroge donc sur la responsabilité des collectivités locales. Abdoulaye Diop. Golfe Sud, Malika, 2 communes, un dénominateur commun, une façade maritime et beaucoup de cas de noyade en période de vacances. Et pour faire face, des mesures sont prises par ces 2 communes. Aïda Sow Diawara, maire de Golfe Sud, et Aliou Dia, conseiller municipal à Malika. Des employés de la mairie au niveau de la plage et même des associations en collaboration donc avec des associations de quartier afin de dissuader les jeunes de ne pas aller dans la mer. Et nous avons même mis une plaque, on a mis baignade interdite. Nous, ce que nous avons fait, c'est juste des campagnes de sensibilisation. Et aussi, nous savons tous que les responsabilités sont partagées. Dans ce sens, c'est de faire des campagnes préventives. Avec des moyens limités, l'appui de l'État est sollicité par les collectivités locales. Nous sommes devant des cas de noyade, nous sommes vraiment impuissants. Nous sommes en train de réfléchir sur d'autres solutions en rapport avec l'État parce que nous avons des moyens limités par rapport à tout ce que nous avons fait. Les noyades sont toujours là, ça veut dire donc qu'il y a un problème quelque part. Il faut vraiment essayer de trouver une solution collégiale entre l'État et la municipalité. Bien vrai que la municipalité
municipalité, c'est un démembrement de l'État, mais avec des compétences très limitées. Mais pour le maire de Golfe Sud, l'interdiction totale des plages reste la meilleure solution. Mais je pense que le meilleur moyen aujourd'hui, c'est d'interdire la plage carrément. C'est des situations, nous allons discuter avec les autorités et voir ce qu'on peut faire. Mais je pense que le meilleur moyen aujourd'hui, c'est d'interdire carrément la plage. Parce que si elle n'est pas interdite, les jeunes viennent, voilà, ils se mettent à l'eau. Une dizaine de cas de noyade et près d'une dizaine de morts enregistrés en un week-end sur les plages. Les élus locaux appellent les parents à plus de vigilance et de responsabilité. Vous l'avez dit, Abdoulaye Diop, la responsabilité des parents est engagée. C'est ce qui ressort notamment de ce reportage signé Ndeye Fatou Diop. Les cas de noyade notés ces derniers jours inquiètent les parents. Pour ce parent d'élèves, l'État devrait avoir une politique de sensibilisation pour réduire cela. Ces cas de noyade, ça ne date pas d'aujourd'hui, vu que la situation a dégénéré depuis des années. Maintenant, je pense que la responsabilité de l'État est engagée. Au moment où ces plages-là sont interdites, c'est à l'État de mettre des gens qui surveillent ces enfants-là, qui sont des innocents, ils les mettent en place pour pouvoir les sensibiliser déjà, parce que c'est toujours la même chose. Après, on oublie, donc ce sont ces enfants-là qui sont des victimes. La faute revient toujours aux parents, d'après ce monsieur. Les parents maintenant, ils ont complètement démissionné. Je pense qu'il faut revoir encore, essayer d'avoir une main mise sur les enfants. Il faut vraiment que les parents parviennent à redresser, à revoir l'éducation. À ce rythme-là, les enfants sont trop libres, voilà, et trop de liberté pour certains à faire ce qu'ils veulent. Ce père de famille, quant à lui, évoque le manque de moyens. Il faut savoir occuper un enfant, il ne faut pas lui laisser trop de liberté. À son retour de l'école, il doit apprendre ses leçons ou lire le Coran. Mais si tu n'y mets pas les moyens nécessaires pour l'occuper, il sera tout le temps dehors. Un phénomène pas nouveau, mais qui chaque année fait plusieurs victimes, surtout du côté des élèves. Sud FM, l'info, c'est ici. Lutte contre les faux médicaments au Sénégal, le cadre juridique pose problème. L'amicale des commissaires aux enquêtes économiques invite à la promulgation de la loi sur les prix et la protection du consommateur qui doit remplacer la loi 94/63. C'est selon le président de la dite amicale, Ahmadou Touba Niane, qui s'en explique au micro de Moustapha Hassan. Bon, la contrefaçon, c'est d'abord un problème de cadre juridique. C'est pourquoi nous, on a aujourd'hui une loi qui est dans le circuit dont nous réclamons la sortie, la promulgation par le président de la République, la loi sur les prix et la protection du consommateur, qui est censée remplacer la loi 94/63. Le projet est passé en Conseil des ministres. La loi a été votée à l'Assemblée nationale. Il reste sa promulgation et depuis des mois, dans cette loi, il y a des aspects essentiels, un pan essentiel qui prend en charge les aspects relatifs à la contrefaçon dans une texture législative qui nous permet d'agir. Parce que pour agir, il faut disposer d'une base légale. Nous avons certes des bases légales, des textes qui sont éparpillés un peu partout, mais ici, avec cette loi, nous avons des frappes qu'on peut mener de façon chirurgicale et de façon efficace. Vous pouvez poser cette question, pourquoi de tous les corps qui sont sortis de l'École nationale d'administration, on ne parvient pas à véritablement reconnaître les commissaires aux enquêtes économiques. Peut-être que aussi, à leur niveau, ils ne se présentent pas suffisamment. Parce que vous conviez tout le temps le directeur du commerce intérieur qui est commissaire aux enquêtes économiques. Vous parlez toujours au ministre du Commerce qui est commissaire aux enquêtes économiques. Le directeur du commerce extérieur qui est commissaire aux enquêtes économiques. L'ensemble des chefs de services régionaux du commerce qui sont des commissaires aux enquêtes économiques. Peut-être la présentation ne se fait pas. Il y a la profession. La profession, c'est commissaire aux enquêtes économiques. Maintenant, de tous ces corps-là, il y a une certaine discrimination du point de vue indemnitaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont peut-être financièrement beaucoup plus lotis que les commissaires aux enquêtes économiques. C'était Ahmadou Touba Niane, le président de l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques, l'accessibilité des médicaments à la population. Le collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique plaide pour la promulgation des décrets du 3 décembre 2007 pour la création d'une pharmacie dans toutes les zones qui regroupent plus de 5000 habitants, nous dit Dr Abdou Kader John, le président du collectif, avec Moustapha Sall. Mais c'est un véritable problème. Mbour, où tu habites, tu peux faire parfois
30 minutes à rechercher une pharmacie. Ngekor, où j'habite, tu peux faire beaucoup de temps pour trouver une pharmacie. Dakar ville, tu peux faire beaucoup de temps pour trouver une pharmacie. Et c'est un problème qui doit être réglé parce qu'il y a des pharmaciens qui sont là. C'est pour lui demander que dans sa politique d'emploi, il y a une niche d'emploi. Et cette niche, c'est les jeunes pharmaciens. Il n'a qu'à leur permettre de s'installer. Moi, je me dis aujourd'hui que c'est parce qu'il n'a pas encore la bonne information par rapport à l'insertion de ces jeunes qui vont au moins créer dans chaque pharmacie 5 emplois, multipliés par N, ça va leur permettre de créer beaucoup d'emplois pour le pays, pour les jeunes, mais aussi permettre aux populations d'avoir accès aux médicaments. Aujourd'hui, la politique de Codifarm, la lutte de Codifarm, c'est de permettre à ces jeunes qui sont obligés de venir pour la Tabaski pour 3 jours voir leur famille, de rentrer chez eux et de pouvoir travailler, servir les populations, mais aussi être dans des conditions qui sont de leur rang de pharmacien diplômé de l'université Cheikh Anta Diop. Non, mais juste appliquer un décret qui est là depuis très longtemps. Le décret 2007 nous dit que à chaque fois que vous avez 5000 habitants, il faut une pharmacie. Parfois, tu viens dans une zone, il y a 30 000 habitants et une pharmacie. Ça pose des problèmes d'accessibilité aux médicaments. Les gens perdent beaucoup de temps pour avoir des médicaments et nous trouvons que ce n'est pas normal. C'était Dr Abdoukader John, le président du collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique. Il faut une autorité forte pour endiguer le fléau des faux médicaments. Position de l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal qui estime qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités de sanctionner et de fermer tous ces marchés parallèles de médicaments. C'était donc Dr Fall Mané, les propos de Dr Fall Mané, le président de l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal, que vous avez écouté dans nos précédentes éditions. Appui de la République du Sénégal à la Guinée-Bissau en semences et autres intrants agricoles dans le cadre de la reconstitution de son capital semencier. La cérémonie officielle de remise de ce don a lieu à Kambadjou en Guinée-Bissau et rappelle le dynamisme de la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans nos précédentes éditions, vous avez écouté l'ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau, Ngor Ndiaye, et Malamine Ndiaye, le directeur de l'agriculture de la Guinée-Bissau. Retenez avec nous que le général de division Mohamed Bamba Meket, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, va effectuer à partir de demain une visite de travail de 4 jours au Sénégal. C'est ce qu'a annoncé la DIRPA selon l'agence de presse sénégalaise. C'est à l'invitation du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major des armées sénégalaises. Cette visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal. La transition est toute trouvée pour aller sur l'international. Donc, nous allons tout d'abord au niveau de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, donc les choses se précisent peu à peu pour le retour de Laurent Gbagbo. Ce lundi, en fin de matinée, Assoa Adou, le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, a annoncé lors d'une conférence de presse que le président Alassane Ouattara a décidé de mettre à disposition le pavillon présidentiel pour accueillir l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Plus d'explications avec notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. Aujourd'hui, je confirme solennellement que le président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2021 par vol régulier venant de Bruxelles à 15h45 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce sont là les propos du docteur Assoadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, ce lundi en fin de matinée à Abidjan, en présence d'un parterre de journalistes, tout en faisant savoir que les discussions se poursuivent régulièrement pour faire avancer les autres dossiers dont il n'a aucunement nommé. Poursuivant son propos liminaire, le secrétaire général du FPI a tenu à informer la presse nationale et internationale ainsi que la population ivoirienne que le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir Laurent Gbagbo. Il a également autorisé que des chapiteaux soient dressés pour les délégations de notabilité qui voudront faire le déplacement. Un geste fortement apprécié par Assoadou qui a, au nom du Front populaire ivoirien et des sympathisants de Laurent Gbagbo, témoigné toute sa gratitude au président Alassane Ouattara pour cet acte important qui va dans le sens de la réconciliation nationale. Rappelons qu'au lendemain de leur acquittement, le chef de l'État ivoirien avait affirmé que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent.
Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Merci à Justin Assalé. Retenez avec nous que les dirigeants des pays de l'OTAN ont promis aujourd'hui de fournir un financement transitoire pour assurer la continuité du fonctionnement de l'aéroport de Kaboul après le retrait d'Afghanistan. C'était lors de leur sommet annuel à Bruxelles. Et enfin, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé aujourd'hui repousser de 4 semaines, jusqu'au 19 juillet, la levée des dernières restrictions instaurées en Angleterre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus en raison d'une poussée de cas liés au variant Delta initialement apparu en Inde. Vous l'avez compris, nous parlons sport avec l'Euro 2021, une compétition suivie par beaucoup de passionnés de foot au Sénégal. Par contre, il y en a qui ne suivent pas du tout, faute de match choc, excusez-moi. Reportage signé Odile Minkilan. Après 3 jours de compétition, on note un engouement autour de l'Euro 2021. Elle est suivie par beaucoup de passionnés du ballon rond. Oui, je suis l'Euro, notamment le match de Turquie contre l'Italie et aussi le match de l'Ukraine et la Hollande et le match aussi du Danemark et de la Finlande. Ouais. Il y a du jeu aussi. On a eu un peu peur par rapport à ce qui s'est passé à Ericsson. Ouais. Quand il était tombé, on a eu peur que la compétition s'arrête. Ah oui, bien sûr, moi je suis un amateur du foot. Bon, j'ai suivi le match d'ouverture et j'avoue que ce sera une compétition vraiment de très haut niveau avec de très bonnes équipes parce qu'il y a la France qui a une bonne équipe, il y a aussi l'Italie. Le premier match, ils ont vraiment fait une belle prestation. Il y a l'Angleterre aussi. D'ailleurs, ils nous dévoilent leurs équipes de cœur. Moi, je supporte l'Allemagne. Ils vont créer la surprise. Ils n'ont pas encore joué, mais bon, on reste optimiste. Moi, je supporte l'Espagne. Ils n'ont pas encore joué, mais je pense qu'ils vont faire une très belle prestation parce que tout le monde sait que l'Espagne, depuis des années, ils font partie des meilleures équipes d'Europe, voire même du monde. Donc, avec de nouveaux joueurs qui sont venus, avec les anciens qui sont là-bas. Donc, ce sera vraiment une équipe redoutable. Toujours pas de match choc, raison pour laquelle ces férus ne sont pas pour le moment intéressés. Moi, je ne sais pas. Les footballeurs. Est-ce que vous suivez l'Euro? Pour le moment, il n'y a pas encore les grands matchs. Pour moi, il n'y a pas encore de grands matchs. France-Allemagne. L'Espagne, parmi les favoris de cette compétition, entre dans la danse ce soir face à la Suède. Odile Minkilan, nous parlons de handball, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions, les Lions ont battu à l'aller le Sénégal 30-13. Pour le compte de la 3e journée donc des phases de poule, leur défaite qui leur relègue donc le Sénégal à la 2e place. Les Lions jouent effectivement les Congolaises demain en quart de finale. Le président de la fédération fait le bilan du premier tour. Seydou Diouf, joint depuis le Cameroun par El Hadj Malick Ndiaye. Faire le bilan du premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations ici à Yaoundé. En ce qui concerne le Sénégal, c'est tirer la satisfaction que nous avons pour cette qualification en quart de finale, puisque nous sommes 2e de notre poule derrière la Tunisie et devant la Guinée et Madagascar. Alors, pour certains, rétorquer que oui, il y avait de la place pour être première de la poule. C'est vrai, si on avait mis notre effectif au complet sur le terrain, c'est clair que face à la Tunisie, ce serait un tout autre match. Mais là aussi, il faut que nous comprenions que nous avons, nous, des joueuses qui ont... Notre 7 majeur, c'est des joueuses qui jouent en première division française, qui viennent de boucler leur championnat, qui ont joué pendant toute une année. Le championnat de France s'est terminé le 30 mai. Et les filles ont enchaîné aussitôt avec la préparation sur Thiès et l'enchaînement avec la compétition ici. Donc, à un moment aussi, lorsque la qualification est acquise, il fallait prendre des options. Soit mettre toute l'équipe, essayer de battre la Tunisie, ce qui est faisable, ce qui est largement à leur portée, être première de leur poule, ou bien laisser les joueuses cadres au repos, faire tourner l'effectif, permettre aux jeunes aussi que nous avons amenés, dont certaines jeunes qui ont commencé le handball au Sénégal, qui sont encore au Sénégal, de pouvoir progresser, de découvrir ces genres de compétitions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022, nous organisons chez nous et nous travaillons aussi au renouvellement de l'effectif. Mais sur ces genres de compétitions, il n'y a qu'à travers ces matchs-là, une fois qu'une qualification est acquise, que tu peux faire tourner l'effectif et permettre aux jeunes de découvrir la nature de ces compétitions. Ça a été l'option qui a été prise parce que c'est 6 matchs qu'il faut jouer en 9 à 10 jours maximum. Là où l'autre poule qu'on pourrait croiser comme si c'était le Congo, avec le désistement de l'Algérie, ils ont eu moins de matchs à jouer
et ont eu plus de fraîcheur. Donc il fallait travailler sur ça pour bien préparer les quarts de finale, puisqu'entre les quarts de finale et les demi-finales, il n'y a pas eu de jour de repos, il n'y aura pas de jour de repos. Donc il fallait les faire reposer au maximum. Sud FM chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce lundi, Info Éco s'intéresse à la filière banane. L'autosuffisance en banane d'ici 2022, c'est le principal objectif des producteurs, selon le secrétaire général du collectif régional des producteurs de bananes de Tambacounda et membre de l'interprofession des acteurs bananes du Sénégal. Adam Ndao rassure quant au bon déroulement de la campagne de commercialisation. La filière banane se porte très bien. Actuellement, la commercialisation se déroule dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de problème avec les commerçants. Tout ce qu'on peut dire par rapport à la commercialisation, c'est que la demande actuellement est supérieure à l'offre. Actuellement, nous travaillons toujours sur la mise en place de l'interprofession, car depuis 2018, nous avons mis en place l'INABAS et les 26 et 27 mai passés, nous avons tenu un atelier de renforcement des capacités sur les rôles et responsabilités des membres de l'INABAS. Et par rapport aussi au programme du chef de l'État, actuellement, les sociétés qui sont chargées de la mise en place des matières organiques sont sur le terrain. On attend juste l'arrivée des sociétés qui doivent mettre en place le système d'irrigation par aspersion. Il y a d'autres projets qui sont en cours d'exécution. Le Tiers Sud, qui est un projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, qui doit apporter une production additionnelle de 10 000 tonnes de bananes par an. Ensuite, il y a le projet phare, Femmes Agriculture Résiliente aussi, qui va apporter sa touche par rapport à la production de la filière banane. Donc notre objectif, c'est d'arriver à l'autosuffisance en banane au Sénégal d'ici 2022. Avec le programme du chef de l'État, il y aura une production additionnelle de 20 000 tonnes. Avec le programme Tiers Sud de 10 000 tonnes. Actuellement, notre production tourne autour de 45 000 tonnes. Donc vous voyez que, alors que le besoin national est de 75 000 tonnes, donc automatiquement, nous allons arriver à l'autosuffisance banane au Sénégal et penser à aller vers l'exportation de la banane. Merci à Adam Ndao, secrétaire général du collectif régional des producteurs de bananes de Tambacounda. Pour rappel, la région de Tambacounda représente 80% de la production nationale de bananes. La banane demande un climat chaud et humide. À retenir toutefois qu'un excès d'eau est préjudiciable aux bananiers. Inversement, la sécheresse peut avoir des conséquences graves. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h28 dans nos studios, la même heure à Matam, c'est la fin de Sud Soir, le rappel des titres. Tournée économique du chef de l'État dans le Nord, Macky Sall, et à Matam après l'étape de Horé Fondé. Une série d'inaugurations est au programme. Abdourahmane Diène était en direct dans ce 18h. Relax pur et simple pour les 13 étudiants de l'université du Sine Saloum. Ils avaient mis sans dessus dessous la ville de Fatick ce lundi. Ils dénoncent entre autres les conditions d'études, le manque de professeurs en master et les lenteurs notées dans les travaux de construction de l'UFR de Fatick. Ce 18h a réservé une large fenêtre au cas de noyade enregistrée ce week-end entre Malika et Gadaye. L'État, les collectivités territoriales et surtout les parents au banc des accusés, des maîtres nageurs réclamés. Sur l'international, la Côte d'Ivoire se prépare au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, a mis à disposition le pavillon présidentiel, nous a dit notre correspondant permanent à Abidjan, Justin Assalé. Vous avez eu droit à la
la page de sport et à Info Éco à l'instant. Merci à Pape Abdoulaye Dieye. Merci également à vous, chers auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes lundi et comme tous les lundis à 19h, retrouvez l'équipe de Rétrosport, notamment Elhadji Malick Ndiaye, Elhadji Pape Ibrahima Dieng. Ils reçoivent Omar Gueye Ndiaye. Il est le président de la commission de football spécifique et membre du COMEX. Auparavant, retrouvez tout de suite Marie-Rosalie Ndiaye et Dr Bintou Cheikh Seck. Vous l'avez compris, c'est pour Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.